regardez les autres pays. Lorsqu'on fixe un seuil et qu'on offre la possibilité que des partis aillent aux élections en coalition, les critères sont plus élevés pour les partis qui vont en coalition. C'est-à-dire que si on se dit maintenant un parti unique, un seul parti qui présente une liste doit remplir 10%, si j'offre la possibilité que des coalitions, ça veut dire que si vous avez plusieurs partis, c'est 15% ou 20%. Ici, on fait le contraire. Donc là encore, je pense que là j'avoue mon ignorance, je crois qu'il doit avoir quelque chose de particulier par rapport au Bénin pour moi. La troisième question que je me pose, lorsqu'on fixe les seuils, moi, les chiffres que je connais, si vous connaissez de 1991 à 2015, la moyenne en termes de taux de participation aux élections législatives au Bénin, c'est 66%. C'est 66% des citoyens en moyenne qui ont participé entre 1991 et 2015 aux élections législatives. Si vous prenez la moyenne entre 2019 et 2023, c'est 32%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous allez aux élections en 2026 et que les citoyens décident de dire on veut prendre la parole, le taux de participation qu'on a connu de 2019 à 2020 va être multiplié par. Je ne sais pas qui peut anticiper le résultat qui peut en sortir. On peut finir ces élections et chacun, compris ceux qui ont adopté le test, s'attraper là. Donc, je ne sais pas pourquoi on va vers ce degré d'incertitude. Je ne comprends pas. Parce que vous ne savez pas. Si les citoyens sortent, vous ne savez pas ce qu'il y a. Dernier point que je voudrais souligner. On peut évaluer la mise en œuvre de ces tests par rapport aux résultats des élections. Mais il vaut mieux aller un peu au-delà. Est-ce que quelqu'un peut s'asseoir et dire d'aujourd'hui à 2026, si on organise des élections, quelles sont les éventualités possibles en termes de contrôle du Parlement et contrôle de la présidence? Quels sont les cas possibles? Je vous assure, moi j'en ai trouvé 3 ou 4. Vous me permettez de ne pas entrer dans les détails aujourd'hui, mais aucun des 3 ou 4 ne me rassure en termes de résultats de ces élections et comment le pouvoir va être géré. Aucune des éventualités ne me rassure. Une fois encore, je me demande pourquoi on est en train de faire ça. Et donc, je me posais ces questions, et puis, finalement, je me disais, mais peut-être que les politiciens se jouent de nous. Peut-être qu'ils savent qu'ils ne veulent pas aller aux élections avec elles. C'est peut-être la raison que je trouve aujourd'hui pour me raffoler, pour me dire non, on ne va pas faire. C'est ça qui va me faire introduire cette thématique en 3 points. Le premier point, je voudrais bien parler de la démocratie, du lien entre la démocratie et le vivre ensemble. Et dans un deuxième temps, faire le lien entre les élections, donc le code électoral, la démocratie et le vivre ensemble. Et dans un troisième point, sur la base de ce que je l'ai dit dans les 2 premiers, voir, analyser un peu la situation où nous sommes aujourd'hui en ce qui concerne ce qu'on peut percevoir comme des risques au vivre ensemble, étant donné le cadre légal dans lequel on s'apprête à gérer les élections ou à organiser les élections publiques. Mais avant d'aborder le premier point, je voudrais juste dire quelques mots sur le concept de vivre ensemble. Je sais que son Excellence l'archevêque de Cotonou va le dire davantage et mieux peut-être que moi tout à l'heure. Disons que c'est un concept qui exprime les liens pacifiques de bonne entente qu'entretiennent des personnes et des peuples avec d'autres dans l'environnement de leur vie, dans leur environnement de vie ou sur leur territoire. Ce concept repose sur quelques éléments clés, à savoir le respect mutuel, l'acceptation de la pluralité des opinions, l'entretien de relations bienveillantes, le refus de s'ignorer les uns les autres et le refus de se nuire les uns aux autres. Ce concept de vivre ensemble est ce qui, selon Ernest Renan, fait un peuple adhère à un projet commun en appartenant à une nation. Et
Renan va jusqu'à définir la nation comme le désir de vivre ensemble. Maintenant, je vais commencer le premier mot à la démocratie. Je ne veux pas m'étendre sur les définitions, etc. Mais je vais prendre la définition la plus minimaliste de la démocratie, à savoir le gouvernement par le peuple. C'est-à-dire un régime dans lequel l'ensemble des citoyens détiennent le pouvoir suprême. La démocratie, c'est cet ordre, c'est du moins cet ordre politique dans lequel il n'y a pas de vérité en dehors de ce que le peuple décide. Et cette décision du peuple, quant à comment la communauté ou la société doit fonctionner, doit se faire dans le cadre de délibération où tout le monde se considère comme les égaux les uns les autres. Voilà ce que veut la démocratie. Mais le peuple de la démocratie, l'histoire nous a enseigné que le peuple de la démocratie n'est jamais homogène. C'est un peuple pratiquement par nature hétérogène, qui est composé de différents groupes. Par exemple, si vous prenez un pays comme le Bénin, le peuple béninois peut être divisé linguistiquement. Nous avons des différences géographiques. Selon là où nous vivons, ça inspire des comportements et des acceptions de notre participation à la politique. Ça peut être ethnique. Et donc, parce que nous sommes au Bénin, au-delà de cela, l'idée d'hétérogénéité peut faire appel à ce que le philosophe politique de la justice, que j'aime beaucoup, il a travaillé beaucoup sur le concept de justice, qui s'appelle John Rawls, a défini comme des divergences qui sont irréductibles par la raison. C'est-à-dire que les peuples sont aussi traversés par des divergences qu'on ne peut pas résoudre simplement en s'asseyant, en discutant. Il s'agit par exemple des différences philosophiques, religieuses, morales, que nous sommes obligés d'accepter parce que nous ne pouvons pas les résoudre simplement en nous asseyant, en discutant. Et enfin, le peuple peut être aussi divisé idéologiquement. C'est ce que nous comprenons souvent lorsque nous parlons, n'est-ce pas, de division en politique. On voit essentiellement la division politique selon le spectre gauche-droite que nous connaissons, qui définit un peu une vision pour la société, comment on veut aller vers la réalisation de la vision, et qui définit les ressources dont on a besoin, comment on les mobilise, comment on les dépense, etc. Et donc, selon la manière dont vous définissez ces choses, vous êtes à droite, à gauche, centre-gauche, etc. Donc, le peuple de la démocratie dont on parle, qui doit déterminer la vérité en ce qui concerne la manière dont il sera gouverné, est un peuple qui est divisé par nature. Voilà ce qui amène certains à donner une autre définition de la démocratie et qui définissent donc la démocratie comme l'accord sur les désaccords. C'est-à-dire que nous partons de l'hypothèse que nous ne sommes pas exactement les mêmes. Nous sommes différents. Ça ramène encore l'idée de la nécessité de travailler pour vivre ensemble, parce que nous partons dès le départ différents les unes des autres sur plusieurs questions et sur des questions essentielles pour vivre ensemble. C'est pourquoi, dans les démocraties en général, depuis la Grèce antique, on ne se contente pas de formuler des souhaits, on ne se contente pas de formuler des visions, on prévoit des mécanismes qui sont supposés aider le peuple à réaliser ses souhaits, à réaliser ses visions. Et pour le vivre ensemble, les démocraties ont toujours prévu des mécanismes pour aider à aller vers la réalisation du vivre ensemble. C'est pour ça que, par exemple, la délibération est considérée comme absolument nécessaire. La délibération, c'est la capacité à discuter les uns avec les autres. Dans toutes les démocraties, c'est considéré comme un critère indispensable. Une dame, professeure Juliette Toussaint, a d'ailleurs écrit un bon document sur ce qu'elle appelle les désaccords raisonnables et la démocratie. Le fait qu'on ne soit pas d'accord n'est pas un problème en démocratie. C'est justement ça. Parce que c'est un système dans lequel nous sommes appelés à échanger, à discuter pour découvrir la vérité. C'est pourquoi, par exemple, lorsque vous prenez au Parlement, qu'on considère comme la représentation en miniature de la société dans cette diversité, je mets ça en gris, aucune décision, je ne veux pas ici sous le contrôle des parlementaires, aucune décision ne se prend sans délibération. Lorsqu'on est en urgence et qu'on n'a pas le temps, on écoute un avis et son contraire au moins, ou un avis différent avant de prendre une décision. Parce qu'on pense que la vérité n'est pas détenue par un groupe ou un homme. La vérité est obtenue en démocratie à travers des
vous savez, aujourd'hui, l'exécutif a besoin de l'avis du judiciaire, peut-être l'avis du juridictionnaire, doit prendre l'avis du Parlement, etc. Parce qu'on veut toujours s'assurer que la décision qui est prise reflète autant que possible les préoccupations de la majorité. Je ne veux pas m'étendre, je voulais dire autre chose sur ça, mais je sais que je ne veux pas perdre votre droit à l'alimentation, donc je vais aller au deuxième point de mon intervention, à savoir le lien entre les élections, la démocratie et le vivre ensemble. L'élection, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, s'est imposée comme le seul mécanisme de sélection des gouvernants dans toutes les démocraties. Qu'on le veuille. Donc c'est comme s'il y a un élément dont nous disposons et pour le moment, on ne sait pas comment choisir différent. Et je peux, si on a le temps de détailler, voir pourquoi l'élection s'est imposée. Parce que ça révèle, ça resserre, je vais dire, des mécanismes qui sont désirables lorsqu'on veut vivre ensemble dans une société. Le deuxième élément que je voudrais dire sur les élections, c'est qu'elles ne sont pas nécessaires si nos sociétés étaient homogènes. Imaginez si au Bénin on s'entendait sur tout. C'est-à-dire que, bon, on sait la société qu'on veut construire, on sait à peu près les étapes pour aller vers la construction de ces sociétés, nous connaissons les ressources dont nous avons besoin, on sait où on va les trouver, on sait comment on va les dépenser. Si on est dans ce cas, on n'a pas besoin de passer par les élections. Vous voulez recruter un manager comme on gère une entreprise. Vous avez un conseil d'administration qui définit tout, qui dit là où on va, les moyens dont on a besoin, etc. Et vous mettez en place un critère de recrutement d'un manager, c'est tout. Vous n'avez pas besoin des élections. Vous allez aux élections parce que vous savez que tout ce qu'on cite essentiel pour le fonctionnement de la société, tout peut être interrogé, tout peut être amélioré et vous permettez toutes les expressions d'être exprimées. Voilà. Et donc, nous n'avons pas le choix pour le moment avec les élections, mais les élections sont encore plus nécessaires parce que nous sommes dans des sociétés qui sont hétérogènes. Maintenant, il y a un autre auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Adam Tversky, qui a écrit un livre intitulé Why Bother with Elections. Il a dit pourquoi se préoccuper des élections. Et il arrive à la conclusion qu'il faut chérir les élections. Je cite, parce que dans une société où les populations ont des intérêts et des valeurs différentes, parfois opposées, comme c'est le cas de toutes les démocraties, rechercher la rationalité ou la justice est futile. Mais les élections offrent des instructions au gouvernement afin de minimiser l'insatisfaction en ce qui concerne la manière dont nous sommes gouvernés. Les élections constituent le mécanisme qui aide à réduire les frustrations en ce qui concerne la manière dont nous sommes gérés. Il va plus loin en disant, en plus de ce qu'il dit, que j'ai cité tout à l'heure, il faut chérir les élections parce que sous certaines conditions, les élections nous permettent de résoudre dans une liberté relative et paix civile des conflits qui surviennent dans la société. Le fait que les élections peuvent aider à éviter la violence constitue une raison supplémentaire pour les chérir. Au-delà de ces raisons pour lesquelles ils pensent qu'il faut chérir les élections, moi j'ajoute une question. J'ajoute une deuxième raison. Elle vient d'une étude qui a été publiée par deux auteurs, Hachène et Bartel, qui s'appelle Démocratie pour réalistes. C'est-à-dire que la démocratie pour les réalistes, où ils essaient de déterminer l'écart entre l'idéal démocratique et la démocratie dans la pratique. Et l'une des conclusions de ce travail, c'est que dans toutes les démocraties sans exception, la grande majorité des citoyens, je dis bien la grande majorité des citoyens, ne se préoccupent pas de la politique au quotidien. Les élections sont les moments par excellence où la plupart ou la grande partie des citoyens s'intéressent à la politique. Ça veut dire que ces mécanismes que constituent les élections, il faut mieux prendre ça très au sérieux parce que c'est l'un des moments de la vie démocratique où les citoyens se font entendre. Et la dernière raison que je voudrais ajouter personnellement pour que nous soyons, qu'on chérisse et qu'on prenne au sérieux les élections, je la tiens du professeur Maurice Guélé-Aranzo, qui justifiait le fait que dans la Constitution de 90 au Bénin, on a permis au président de la République, je vais exagérer en disant de façon très plate,
mal le fait que dans notre société, le chef doit se sentir chef. Il ne veut pas se sentir dépourvu, comme s'il était là et que d'autres pouvoirs pouvaient s'opposer facilement à lui. Si c'est le cas, ça veut dire que lorsque vous êtes au Bénin, les élections que vous organisez pour élire le président de la République et les parlementaires génèrent toutes les autres institutions de la République. Troisième raison de prendre le but, pour prendre les élections au sérieux. Donc quand vous ne faites pas bien les élections, vous élisez mal le président, vous élisez mal les parlementaires, mais vous constituez aussi mal toutes les autres institutions qui sont supposées faire fonctionner. Maintenant, je veux dire que les élections, pour ne pas être trop long, je vais citer un autre professeur qui s'appelle Leibhardt Arendt, qui a écrit un livre sur le système partisan et le système électoral. Parce que je veux montrer maintenant le mécanisme dans les élections qui aide à la réalisation de vivre ensemble, qui aide plutôt à la représentation de la plupart des composantes de la société. Lui, il a défini le système électoral par 4 paramètres. Le premier paramètre, c'est le mode de scrutin, que nous connaissons, que nous citons souvent. Proportionnel, majoritaire, hybride, cumulatif, etc. Le deuxième critère, c'est ce qu'il appelle la magnitude. La magnitude, c'est le nombre moyen de députés que vous avez par circonscription électorale. Pour montrer que ces deux premiers qu'il considère comme les critères les plus importants ne sont pas anodins. Vous voyez la lutte que nous menons ici, mais parce qu'on veut contrôler, on veut rationaliser l'espace parti. Si vous prenez le Ghana, le Nigeria, la Sierra Leone, le Libéria, la Grande-Bretagne, les États-Unis, ils ont soit 2 partis politiques qui dominent l'espace partisan, soit 2 coalitions politiques. Des systèmes bipartisans ou bipolaires. Vous savez ce qu'ils ont. Dans ces 2 pays, c'est le système majoritaire à 1 tour pour élire les députés et la magnitude c'est 1. Vous avez 1 député par circonscription électorale. Ils n'ont pas de seuil, donc 10%, 15%, 20%, ils n'ont rien de tout ça. Voilà les 2 facteurs. Je dis États-Unis, Grande-Bretagne, Libéria, Nigeria, Ghana, etc. Nous, au Bénin, nous avons choisi proportionnel, système proportionnel, pour choisir les députés, et nous avons choisi une magnitude de 4,5, c'est de 4,5, qui sont des facteurs qui sont supposés inciter les acteurs politiques à la multiplication des partis. Je vais revenir à ça. Donc c'est comme si on crée un problème et on va chercher un mortier pour résoudre le problème que nous avons créé. Le troisième facteur, j'ai parlé des 2 premiers, le troisième facteur c'est le seuil. Donc le recours au seuil n'est pas fortuit. Ça fait partie des facteurs qu'on utilise pour influencer le degré de fragmentation des partis politiques. C'est le seuil. Et le dernier, c'est la taille du Parlement. Si vous augmentez le nombre de parlements, vous augmentez la magnitude naturellement. Et donc vous voyez que en 2019, je pense, on a augmenté le nombre de parlements. Donc quand vous augmentez, vous gardez le système proportionnel, vous gardez le nombre de circonscriptions électorales constant, vous augmentez la magnitude automatique. Donc il faut savoir que ces mesures que vous êtes en train de prendre pour résoudre des problèmes, pour créer des problèmes. Et que vous allez chercher des moyens pour faire. Donc voilà les 4 facteurs. Et l'idée qui est associée à la manière dont on utilise ces facteurs vient de Maurice Duverger, que je crois que beaucoup de gens connaissent ici, que lorsque vous utilisez la proportionnelle, vous utilisez une magnitude élevée, ça tend à augmenter le nombre de partis. Je viens de vous dire, vous connaissez tous les pays qui n'utilisent pas proportionnelle, magnitude élevée, vous avez des partis politiques qui sont en nombre restreint de façon naturelle. Mais si on regarde le Bénin, donc je commence à préparer mon atterrissage, je vais finir. Si vous prenez le Bénin, comme je disais tout à l'heure, vous avez le scrutin proportionnel. Et ici, je vais citer le président Abraham Zizibo, qui a produit un document dans les années 80 où il justifiait le choix de la proportionnelle comme animé par le souci de garantir la représentativité des groupes, puisque nous sommes une société où nous avons plusieurs composantes ethniques, linguistiques, etc. C'est comme si aujourd'hui, on avait plusieurs soucis. C'est comme si le pays était déjà devenu homogène de ce point de vue-là. Et maintenant, on peut resserrer. Voilà ce que disait le professeur Maître Zizibo Abraham dans les années 80 pour justifier le choix de la proportion. Nous avons donc le
le système proportionnel, nous avons la magnitude qui était de 3,5 avant 2019, aujourd'hui c'est 4,5. Nous avons mis le seuil de 10% en 2019, aujourd'hui c'est 20% dans chaque circonscription électorale, ce qui est plus restrictif que 20% à l'échelle nationale. Et vous avez l'augmentation du nombre de députés, c'était 64, c'était 83, aujourd'hui 100. Comme vous le voyez, 3 des 4 facteurs que j'ai cités sont de nature à inciter à la création de partis politiques. C'est le système proportionnel, c'est la magnitude qui est très élevée et c'est le nombre de députés qu'on augmente. Donc on crée des incitations pour créer les partis politiques. Et on vient amener le seuil pour forcer à empêcher la création de partis. Et le seuil qu'on a choisi, lorsque vous dites 10%, je ne sais pas si quelqu'un a fait l'exercice ici d'aller voir à travers le monde. Le seuil le plus élevé que vous avez, c'est 7%. C'est 7% pour une liste présentée par un parti politique. Le seuil, c'est 7%. Et vous savez dans quel pays? C'est en Turquie. Moi, je ne voudrais pas que le Bénin démocratiquement fonctionne comme le fait. Donc, lorsqu'on dit 10%, on dit 20%, il ne faut pas penser que non, ce n'est pas grave, ça va créer. Non. Et la question, je vais revenir sur cette question. Qu'est-ce qui est aussi unique par rapport au Bénin qu'on a besoin de mesures que personne ne connaît nulle part? Donc il faut qu'on se demande, c'est-à-dire que nous sommes tellement différents, nous sommes tellement mobiles à c'est-à-dire que, donc ça c'est la première question. La deuxième question que je me pose, lorsque vous regardez les autres pays, lorsqu'on fixe un seuil et qu'on offre la possibilité que les partis aillent aux élections en coalition, les critères sont plus élevés pour les partis qui vont en coalition. C'est-à-dire que si aujourd'hui, maintenant, un parti unique, un seul parti qui présente une liste doit remplir 10%, si j'offre la possibilité que les coalitions, c'est-à-dire que si vous avez plusieurs partis, c'est 15% ou 20%. Ici, on fait le contraire. Donc là encore, je pense que là, j'avoue mon ignorance. Je crois qu'il doit avoir quelque chose de particulier par rapport au Bénin pour moi. La troisième question que je me pose, lorsqu'on fixe les seuils, moi, les chiffres que je connais, si vous connaissez de 1991 à 2015, la moyenne en termes de taux de participation aux élections législatives au Bénin, c'est 66%. C'est 66% des citoyens en moyenne qui ont participé entre 1991 et 2015 aux élections législatives. Si vous connaissez la moyenne entre 2019 et 2023, c'est 32%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous allez aux élections en 2026 et que les citoyens décident de dire on veut prendre la parole, le taux de participation qu'on a connu de 2019 à 2020 va être multiplié par. Je ne sais pas qui peut anticiper le résultat, qui peut en sortir. On peut finir ces élections et chacun, y compris ceux qui ont noté le test, s'attraper là. Donc, je ne sais pas pourquoi on va vers ce degré d'incertitude. Je ne comprends pas. Parce que vous ne savez pas. Si les citoyens sortent, vous ne savez pas ce qu'il y a. Dernier point que je voudrais souligner. On peut évaluer la mise en œuvre de ces tests par rapport aux résultats des élections. Mais il vaut mieux aller un peu au-delà. Est-ce que quelqu'un peut s'asseoir et là dire d'aujourd'hui à 2026, si on organise des élections, quelles sont les éventualités possibles en termes de contrôle du Parlement et contrôle de la présidence? Quels sont les cas possibles? Je vous assure, moi j'en ai trouvé 3 ou 4. Vous me permettez de ne pas entrer dans les détails aujourd'hui, mais aucun des 3 ou 4 ne me rassure en termes de résultats de ces élections et comment le pouvoir va être géré. Aucune des éventualités ne me rassure. Une fois encore, je me demande pourquoi on est en train de faire ça. Et donc, je me posais ces questions, et puis, finalement, je me disais, mais peut-être que les politiciens se jouent de nous. Peut-être qu'ils savent qu'ils ne veulent pas aller aux élections en décembre. C'est peut-être la raison que je trouve aujourd'hui
national, l'autre me dit non, on ne va pas faire. C'est ça qui va me faire terminer et dire simplement une guise de recommandation. La seule chose que moi je souhaite, c'est qu'on reprenne cette et qu'on regarde c'est qu'on reprenne cette loi et qu'on regarde simplement par rapport au risque que sa mise en œuvre peut apporter. Et qu'on décide que c'est vraiment ce qu'on veut. Parce que ça aussi, c'est le choix du peuple. Et moi, je suis démocrate dans l'âme. Même quand le peuple américain a choisi Trump, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que quand le peuple a décidé, on peut. Mais je pense qu'il faut peut-être rasseoir et se demander quels sont les risques qui peuvent accompagner la mise en œuvre de cette. Je vous remercie.